Voilà, c'est l'heure de recevoir notre invité politique, Philippe Gomès. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. On va peut-être pouvoir déborder un peu, puisqu'on a un peu de retard. Alors Philippe, vous venez d'être élu député de la Nouvelle-Calédonie, vous êtes rentré il y a peu de Paris, où vous êtes allé prendre vos fonctions à l'Assemblée nationale. Mais avant d'évoquer la situation politique actuelle, un commentaire sur l'annulation de l'émission de Thierry Rigoureux hier soir, suite au désistement de Roch Wamitan. Écoutez, je le regrette. Moi, je crois que les Calédoniens ont besoin d'explications, ils ont besoin de débats. Ils ont besoin aussi d'avoir, de la part de leurs responsables politiques, les motivations qui conditionnent les positionnements des uns et des autres. Et les sujets de l'émission, l'espèce la sortie de l'accord de Nouméa d'une part, comment chaque formation politique la voit, l'envisage, la prépare, et l'indépendance d'autre part, qu'est-ce que c'est quelle est la vision des uns et des autres sur une éventuelle indépendance du pays. Je crois que c'est des sujets majeurs et que ça mérite voire plusieurs débats. Et nous, on dit à Calédonie Ensemble, il est indispensable qu'au-delà des formations politiques, les Calédoniens eux-mêmes puissent s'approprier ce débat-là, puissent y participer. Pour nous, l'idée que des responsables politiques dans un coin décident de tout et imposent ensuite ça au peuple est une idée qui est aujourd'hui obsolète. Si on veut que le destin commun devienne une réalité, il est indispensable que les Calédoniens eux-mêmes puissent participer au débat en tant que force vive, en tant que citoyens de ce pays, puissent se l'approprier et puissent aussi se faire entendre. Donc, on en est loin puisqu'on n'arrive même pas à débattre entre responsables politiques. J'espère que dans les semaines qui viennent, on pourra y participer et que vous pourrez le réorganiser. Vous repartez prochainement à Paris ? Je repars dimanche parce que, d'une part, j'ai une question orale à poser au ministre de l'Outre-mer sur la vie chère. À l'occasion de la séance qui devrait se tenir mardi après-midi, des questions au gouvernement. Il est important pour moi de savoir ce que compte faire l'État en ce qui concerne d'une part le plafonnement des frais bancaires dans notre pays, qui, comme chacun sait, sont nettement plus élevés qu'en métropole, parfois 5 fois plus élevés. C'est le cas par exemple des autorisations de prélèvement. Vous la faites en Nouvelle-Calédonie, elle coûte 5 fois plus cher que lorsque vous la faites en métropole. Quand même, il faudra m'expliquer pour quelle obscure raison cette opération anodine est chez nous aussi chère. Et donc le plafonnement des frais bancaires, qui est une compétence de l'État, sur laquelle on a saisi le gouvernement. Est-ce que le ministre de l'Outre-mer entend donner suite à cette saisine et comment ? Et puis toujours dans le domaine de la vie chère, la question portera également sur la création d'une autorité locale de la concurrence, indépendante des pouvoirs politiques et économiques, et disposant d'un véritable pouvoir d'enquête et de sanction pour justement condamner les abus de position dominante, les marges abusives ou, le cas échéant, les ententes illicites. Et puis, attendez, pardonnez-moi, et il y a également 2 rencontres qui sont organisées la semaine prochaine pour les parlementaires de l'Outre-mer, donc auxquelles je participerai avec Sonia Lagarde, avec d'une part le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, et d'autre part le Premier ministre, M. Ayrault. Mais comment vous allez pouvoir faire entendre la voix des Calédoniens avec Sonia Lagarde à l'Assemblée nationale ? En parlant, c'est-à-dire en bougeant la langue dans la bouche. Non, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est vrai qu'on est dans l'opposition, on est dans un groupe de droite parlementaire qui est le groupe UDI, l'Union des démocrates et indépendants, présidé par Jean-Louis Borloo, qui en réalité rassemble l'ensemble de celles et ceux qui sont de droite et qui ne sont pas UMP. C'est un petit peu ça, ce groupe-là, aujourd'hui. Et donc, quand on est dans l'opposition, bien évidemment, on a plus de mal à se faire entendre que lorsqu'on est dans la majorité. C'est la raison pour laquelle je posais la question. Et juste revenir sur le Parti démocrate et indépendant UDI, présidé par Jean-Louis Borloo. Pourquoi ce choix alors ? Alors, on avait dit avec Sonia Lagarde pendant la campagne, soit on siégera en tant que non-inscrit, soit on siégera en tant qu'apparenté à un parti de la droite parlementaire. En réalité, il n'y en a que 2 au sein de l'Assemblée nationale. Il y a l'UMP et il y a également l'Union des démocrates indépendants. L'Union des démocrates indépendants rassemble des ex-députés du Nouveau Centre, des députés du Parti radical, des députés du MoDem, des indépendants comme le maire de Neuilly, des députés de la droite en délicatesse avec l'UMP. Voilà, au total, c'est 29 élus qui sont au sein de ce parti, au sein de cette formation de la droite parlementaire. Mais attention, ça n'est pas un parti politique. Il n'y a pas un parti qui s'appelle Union des démocrates et indépendants. En réalité, c'est des gens qui viennent de différents horizons. Pourquoi je dis ça ? Parce que Sonia Lagarde et moi-même conservons notre totale liberté de vote au sein de ce mouvement. Et quelle que soit la position du mouvement sur des sujets qui intéressent le pays, nous pouvons faire
privilégier l'intérêt du pays, l'intérêt général des Calédoniens, et non pas à notre intérêt d'un mouvement national ou d'une personnalité nationale. Donc pour nous, ça c'est important, que quelle que soit la formation, le groupe parlementaire au sein duquel nous sommes en train de siéger, nous puissions continuer à défendre qu'une seule chose, c'est l'intérêt du pays. Mais justement, est-ce que vous ne seriez pas plus fort avec vos homologues de Tahiti, de La Réunion Eh ben, mes homologues de Tahiti sont dans le même groupe que moi, puisqu'ils sont également au sein de l'UDI. Ce sont les 3 députés qui sont issus de la formation de Gaston Floss. Et le député de Wallis et Futuna, lui, siège en non inscrit. Et donc, ce que je leur ai proposé, j'espère qu'on pourra le mettre en œuvre à la rentrée en septembre, c'est que nous constituions les parlementaires du Pacifique, des territoires français du Pacifique. Pour être plus fort. Voilà, une association, de façon à ce que nous puissions porter une seule et même parole sur un certain nombre de sujets qui concerneraient nos 3 territoires, ou la politique de la France à l'égard de nos 3 territoires. Enfin, ce qui est inquiétant, c'est que bon, voilà, la classe politique, en ce moment, il y a quand même quelques petits soucis entre les partis politiques. Alors, comment est-ce que cette classe politique doit se mettre en ordre de marche, oubliant les antagonismes de chacun, pour travailler sur les échéances capitales ? Parce que est-ce qu'il y a eu un réchauffement climatique entre les différents partis politiques, puisque vous êtes chargé de la météo au gouvernement Justement, vous savez qu'en ce moment, elle n'est pas très clémente. Et il y a de nombreuses bourrasques qui animent les relations entre les uns et les autres. En ce qui nous concerne, Calédonie Ensemble, nous considérons que le peuple a parlé. Il y a eu un verdict. Ce verdict, ça a été celui des urnes. Et je crois qu'il a fait entendre sa voix de manière claire, le peuple calédonien, en disant que la politique qui était suivie aujourd'hui, notamment par les membres de la coalition, qui, je le rappelle, rassemble le rassemblement UMP, l'Avenir Ensemble, l'Union calédonienne de Charlie Pidgeot et le Parti travailliste, que cette coalition et les initiatives qui avaient été prises ne rencontraient pas l'assentiment du peuple. Et donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que même si c'est une élection nationale, soyons clairs, les Calédoniens ont élu 2 députés qui siègent au sein de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ça n'est pas une élection locale. La dernière élection locale, les élections provinciales, ont eu lieu en 2009. Les prochaines auront lieu en 2014. Donc pour autant, même si ça n'est qu'une élection nationale et qu'il n'y a pas d'obligation juridique à ce qu'un changement quelconque intervienne, il y a quand même un fait politique. Ce fait politique, c'est la voix qu'a fait entendre le peuple calédonien. Et donc, ce qu'on souhaite, nous, à Calédonie Ensemble, c'est retrouver une place raisonnable dans les institutions. Avec plus de démocratie ? Plus de démocratie, plus de collégialité, plus de respect. Vous savez, nous, on a été un petit peu comme dans les anciens bouquins d'histoire de l'URSS, gommés de la photo parce qu'on n'était pas politiquement correct, tel que la coalition a décidé de définir le politiquement correct. Donc, ce qu'on souhaite, c'est simplement reprendre notre place sur la photo. C'est la place du premier parti politique du pays, aujourd'hui. Nous avons rassemblé au premier tour avec Sonia Lagarde, 25 000 voix. Nous avons augmenté notre score de 50% par rapport à celui des provinciales de 2009. Cette place, c'est pas des secteurs résiduels ou humiliants parfois, comme la c'est météo. Le cas pour la météo au gouvernement. Cette place, c'est des responsabilités au sein du Congrès. On a été purgé de 150 organismes. Il nous en reste 3 aujourd'hui dans lesquels nous siégeons. On doit retrouver une place proportionnelle à notre poids politique. Et pourquoi ? Tout simplement pour continuer à porter les projets sur lesquels nous nous sommes engagés à l'égard des Calédoniens. On s'est engagé en matière de justice sociale, on s'est engagé en matière de mise en œuvre de l'accord de Nouméa, on s'est engagé en matière de développement économique, et donc il faut qu'on puisse agir au sein des institutions pour porter ces dossiers-là. Pas plus, pas moins. On va en reparler. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent appeler au 258-258 pour poser en direct des questions à Philippe Gomez. Je vais revenir sur le renouvellement du bureau du Congrès avec peut-être un changement à la présidence. Alors, mercredi, vous appreniez que la séance publique consacrée à l'élection du président du Congrès et au renouvellement du bureau aurait lieu le 29 août, soit le dernier jour de la session administrative. Alors, qu'en pensez-vous ? C'est toujours comme ça avec la coalition, qu'il s'agisse d'ailleurs du rassemblement UMP, de l'Avenir Ensemble, du Union calédonienne ou du Parti travailliste. Ils utilisent les institutions systématiquement à leur profit. Ils contournent les règles dès lors que ça les arrange. Ils s'essuient les pieds sur l'accord de Nouméa lorsqu'ils considèrent qu'il est nécessaire dans leur intérêt de s'essuyer les pieds. Et donc là, on a une nouvelle violation flagrante des règles qui régissent le fonctionnement démocratique du Congrès. On nous dit que c'est qu'un usage, mais l'usage veut, et c'est un usage établi depuis toujours. Donc vous voyez, cet usage, il a quand même traversé les années, les majorités et les élections. Il veut qu'à l'ouverture de la session administrative, c'est-à-dire à partir du mois de juin,
la première séance du Congrès soit réservée à l'élection du président et à l'élection du bureau. Et ça s'est toujours passé comme ça, quel que soit le président, quelle que soit l'élection, quelle que soit la majorité en place. Et là, parce que ça ne les arrange pas, c'est uniquement pour ça, il faut que les Calédoniennes sachent, parce que ça ne les arrange pas, quels que soient les arguties qui sont développés, Roch Ouamitan et ses alliés ont décidé de reporter la séance au 29 août. Donc pour la première fois dans l'histoire du pays, on va tenir cette séance du Congrès pour adopter des textes extrêmement importants sous la présidence de Roch Ouamitan, alors qu'une élection aurait dû relégitimer une présidence. Donc nous condamnons cette attitude qui est une nouvelle violation des règles qui doivent régir nos institutions. Et ça nous inquiète pour l'avenir parce que, permettez-moi de le dire, imaginons qu'on aille un peu plus loin dans l'émancipation du pays. Comment les choses se passent si même des règles aussi fondamentales que ça ne sont pas respectées? Voilà. Et c'est pas la première fois. Je l'ai dit quand on a été purgé, les secteurs résiduels au gouvernement, aujourd'hui la présidence du Congrès. Je rappelle que l'élection de Ouamitan, on l'avait faite annuler. On l'avait faite annuler par arrêt du Conseil d'État et qu'ils avaient dû le réélire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient effectué un véritable putsch au sein du Congrès en 2011. Donc voilà, moi je suis inquiet pour le fonctionnement démocratique de nos institutions. Quel est le candidat que vous allez proposer? Gérard Poadja. Alors c'est dit. Voilà, je tiens à le dire parce que nous considérons à l'occasion de cette élection que la présidence du Congrès doit être exercée d'abord par quelqu'un qui a la légitimité requise. Gérard Poadja était mon suppléant à l'occasion de cette campagne pour les élections législatives. C'est un véritable binôme, ce n'est pas un suppléant pour décorer, je dis ça par rapport peut-être à certains autres. C'est un véritable binôme qui a fait campagne dans le Nord et dans le Sud. Et avec moi, il a donc rassemblé au premier tour de cette élection 15 000 voix, quand notre adversaire Éric Guay en rassemblait 8 000, et au second tour 28 000 voix. Donc Gérard Poadja a une légitimité incontestable aujourd'hui, après cette élection, pour être le candidat de Calédonie Ensemble à la présidence du Congrès. La deuxième chose que je veux dire, c'est que Gérard est originaire du Nord. Et pour nous, c'est important. Que le Nord soit représenté? Eh bien, c'est la première fois dans l'histoire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie que la présidence sera exercée par quelqu'un de la province Nord. Et je dirais même, de manière plus large, par quelqu'un issu de la brousse. Et en l'espèce des tribus de Coindé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a eu effectivement des gens comme Harold Martin ou Pierre Frogier, président du Congrès, des gens des îles, comme Yann Sénéné Uregei, comme Dick Kewe, comme Simon Locotte, mais on n'a jamais eu quelqu'un de la province Nord. Et pour nous, à Calédonie Ensemble, où on a des racines en brousse qui sont profondes et une véritable volonté de permettre son développement, l'élection de Gérard Poadja à la présidence du Congrès, je crois, sera un signe très positif de rééquilibrage et de clin d'œil adressé à tous nos amis et tous les habitants de la province Nord. Philippe, on va parler du loto. On sait que vous êtes opposé à sa venue. Est-ce sur le principe ou en raison de la destination des fonds pour financer la télé du parti politique de Pierre Frogier et peut-être de Lucé? Alors, dites-nous votre position. On a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet et je vais rappeler la position de Calédonie Ensemble pour que les choses soient claires. D'abord, nous sommes opposés à une télévision de propagande politique soutenue par le rassemblement UMP et l'UC, financée par les impôts des Calédoniens. Pourquoi je dis ça? Parce que l'extension du loto qui a été initiée par Gaël Liano et Pierre Frogier en décembre 2010, dans le cadre d'un amendement qu'ils ont porté à une loi, cette extension ne vise qu'à une chose, une seule et unique, permettre la mise en place d'une taxe sur le loto, cette taxe devant rapporter 1 milliard à 1,5 milliard par an, pour alimenter la télévision de propagande NC9, dont ils ont demandé l'autorisation au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc bien sûr, nous sommes contre une télévision de propagande financée sur deniers publics. Ensuite, en ce qui concerne le loto en lui-même, on pose simplement les éléments du débat sur le sujet. On a l'expérience de la Polynésie française. En Polynésie française, les mises sont aux alentours de 5 à 6 milliards de francs CFP annuels. Et bien évidemment, comme dans toutes les sociétés, ce sont principalement les classes défavorisées qui ont tendance à pratiquer ce jeu pour une simple et bonne raison, c'est que il y a l'inaccessible étoile d'une fortune qui serait susceptible de bénéficier à celui qui a coché les bonnes cases du jour au lendemain. Et bien évidemment, lorsqu'on a du mal à joindre les deux bouts, on se dit pourquoi pas moi. Oui, mais vous ne pensez pas qu'ils sont assez grands pour décider, les gens, s'ils ont envie de jouer au loto ou au bingo? Oui, on peut le dire sur beaucoup de sujets, mais c'est pour ça qu'il y a des familles qui éduquent, c'est pour ça qu'il y a des institutions qui font des campagnes de prévention, parce qu'on est assez grand aussi pour se cannabisser, pour se saouler, etc. Ce que je veux dire, c'est que certes,
tout le monde est assez grand dès lors qu'il a l'âge de 18 ans pour mener sa vie. D'ailleurs, on a le droit de vote et on a le droit de choisir nos élus. C'est pour dire à quel point on considère qu'on est grand. Mais en même temps, famille et institutions doivent faire en sorte que des addictions comme celles liées au jeu ou d'autres addictions ne soient pas pratiquées par le plus grand nombre parce que c'est susceptible d'être nocif. Deuxième chose qu'on dit, c'est que les 5 à 6 milliards de mise qui seront faites sur le loto, c'est bien sûr de l'argent qui ira en dehors du pays. Et donc ça va nullement profiter à la Nouvelle-Calédonie. Ça fera probablement une petite fortune supplémentaire, et celle-là, elle est garantie, c'est pour la Française des Jeux, mais ce ne sera pas des sommes pour le développement des infrastructures ou des investissements qui sont nécessaires dans notre pays. Et puis enfin, troisième chose, nous avons aujourd'hui plusieurs centaines d'emplois qui sont dans 2 établissements de jeux qui, eux, bénéficient au pays, puisque les mises des Calédoniens permettent d'employer des Calédoniens dans ces établissements de jeux. Ce sont les 2 casinos et c'est le bingo. Et que, bien évidemment, des dépenses qui seront faites dans le cadre du loto seront pour une part des dépenses en moins qui seront faites dans ces établissements. Donc pour toute cette série de raisons, une taxe sur les jeux qui va financer une télévision de propagande politique, des classes défavorisées qui vont bien sûr de manière plus forte encore pratiquer ce jeu. Et puis enfin un risque qui pèse sur les établissements locaux qui eux emploient des Calédoniens. Nous sommes défavorables à cette mise en place. Et si par extraordinaire le loto finissait quand même par s'installer en Nouvelle-Calédonie, nous sommes décidés à tout faire pour que la taxe qui sera prise sur le loto ne bénéficie pas à une télévision, mais bénéficie par exemple au minimum vieillesse que nous avons adopté récemment, où on nous explique que nous n'avons pas assez de financement pour permettre à celles et ceux qui sont partis avant l'âge de 60 ans de bénéficier du minimum retraite. Donc voilà une utilité certaine pour les deniers publics du pays, c'est-à-dire pour les impôts payés par les contribuables calédoniens. Pour terminer, Philippe, vous vous êtes engagé sur 10 priorités dans le pays. Alors, quelles vont être les plus urgentes? Est-ce que vous allez tenir vos promesses? Vie chère, frais bancaires, on en parlait tout à l'heure, rééquilibrage, l'avenir des 4500 personnes de l'enseignement, la sécurité et le camp Est qui est devenu une poudrière. Oui, alors, merci de votre question. C'est vrai qu'on n'a pas fait de promesses, mais on a pris des engagements. Je déteste le terme promesse parce que ça nous renvoie bien sûr à promesse électorale. Et dans l'opinion publique, une promesse électorale, c'est une promesse qu'on ne tient pas. Donc, vous doutez bien que Sonia Lagarde et moi-même, nous avons décidé de tout faire pour que les engagements que nous avons pris à l'égard des Calédoniens puissent être tenus. Sur ces engagements, j'ai rappelé les engagements vie chère tout à l'heure. Je souhaiterais également indiquer que nous avons, avec Sonia Lagarde, rencontré les conseillers du ministre de l'Intérieur pour demander le renforcement des moyens de police et de gendarmerie dans notre pays, puisque les effectifs policiers ont baissé de 3%, ce sont les chiffres mêmes du ministère de l'Intérieur au cours des 5 dernières années, les effectifs de gendarmerie de 1%. On a vu la fermeture de commissariats comme celui de Tindu ou de brigades de gendarmerie comme celle de Moindou. Et comme c'est un domaine qui a été sanctuarisé par le président de la République en disant police, gendarmerie, justice, éducation nationale, on ne touche pas au poste, et au contraire, on prévoit des créations de postes, nous avons insisté pour que nous ne soyons pas oubliés dans les créations de postes à venir. En ce qui concerne les sujets politiques, il y en a 2, le drapeau. Et je tiens à réagir là-dessus à ce qu'a dit Rocco Mitan ce matin dans le Quotidien. Il a dit qu'il était décidé, enfin, j'ai envie de dire, avoir une commission à créer la commission que nous appelons de nos voeux depuis la marche du 9 février 2011 et même avant, lors de notre conférence de presse de février 2010, pour que les Calédoniens, la société civile, les formations politiques, les autres acteurs économiques et sociaux de notre pays puissent travailler ensemble sur la recherche en commun, puisque l'accord de Nouméa parle de recherche en commun d'un drapeau incarnant, toujours je cite l'accord de Nouméa, l'identité kanak et le futur partagé entre tous. Mais ça ne remet pas le drapeau indépendantiste en cause. Non, ce qui remet, ce qu'a dit le comité des signataires à 2 reprises, en juillet 2010 et juillet 2011, c'est que le drapeau du FLNKS restait hissé aux côtés du drapeau tricolore, tant que un drapeau commun conforme à l'accord de Nouméa n'a pas été adopté par consensus. Voilà ce que dit le comité des signataires. Et c'est ce que nous, on demande de mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'au prochain comité des signataires, le point sur le drapeau commun soit inscrit à l'ordre du jour et que les outils du débat nécessaires, cette commission par exemple, comme on l'a proposé à Calédonie Ensemble, ou d'autres outils du débat, puissent être mis en œuvre pour que cette recherche en commun
sur laquelle ont voté les Calédoniens à 72% lorsqu'ils ont adopté l'accord de Nouméa, que cette recherche en commun puisse être mise en œuvre. Rocco-Mittan a dit ça sert à rien, on va pas inscrire ça au comité des signataires, on va pas se répéter comme des perroquets. Ça, c'est quand même curieux comme attitude, j'en reviens pas. À quoi ça sert le comité des signataires, Martine Nollet? C'est justement à suivre la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. C'est le sens même du comité des signataires, sur bien sûr les sujets essentiels de cet accord. Eh bien, le drapeau, c'est effectivement un sujet essentiel. Eh bien évidemment, il faut que ce sujet-là soit inscrit au comité de suivi prochain qui se tiendra d'ici la fin de l'année, parce que c'est l'accord de Nouméa et sa mise en œuvre qui est en question. Donc quand Wamiktan dit on va se répéter comme des perroquets, je lui conseille de relire l'accord de Nouméa, de relire le rôle du comité des signataires, et il verra que la question du drapeau, c'est une question qui a vocation, étant donné que c'est la mise en œuvre même des signes identitaires prévus par l'accord de Nouméa, à faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour à la fin de l'année. Oui, mais il y a urgence, je pense à la vie chère, je pense à la prison, ce sont des thèmes extrêmement urgents. Oui, tout à fait. Et il y a d'autre part, donc ça, je dirais, c'est des sujets politiques, mais qui sont quand même essentiels, on le voit bien, la manière dont ce sujet-là a clivé dans la société calédonienne. Et puis il y a les sujets de vie concrète, j'ai parlé de la vie chère. Je tiens à dire un petit mot sur la prison, si vous me le permettez. Là aussi, nous avons vu à l'occasion de la manifestation du 14 juillet qu'il y a eu des mouvements internes à la prison. Jeudi, nous ne sommes pas à l'abri, un de ces quatre, d'une mutinerie, comme ça s'est produit dans un certain nombre de prisons surpeuplées en métropole. Et vous allez pouvoir faire avancer les choses à Paris ? En tout cas, moi j'ai sollicité un entretien avec la ministre de la Justice de façon à lui dire deux choses. La première chose, c'est qu'il faut mettre en place une commission associant les autorités locales, mais ainsi l'ensemble des professionnels concernés, magistrats, avocats, mais aussi les familles des prisonniers, pour voir dans quelle mesure cette prison peut être reconstruite, si oui, où, avec quelle capacité, et surtout dans quel délai. On ne peut pas attendre 10 ans encore qu'un accident extrêmement grave, que des événements graves se produisent pour dire on aurait dû le faire. Non, cette prison, c'est une honte pour la République, c'est une honte pour notre pays, et il est indispensable pour que nous agissions afin que très rapidement les travaux soient engagés et que les détenus puissent être gardés dans de meilleures conditions. Attendez, un dernier petit mot, parce que je vois que vous voulez m'arrêter, un dernier petit mot pour indiquer que bien évidemment, on pense aussi aux victimes. Ce que je veux dire, c'est que celles et ceux qui sont aujourd'hui au camp S, ils ne sont pas par l'opération du Saint-Esprit. Mais pour autant, même si on a une pensée pour toutes les victimes des prisonniers du camp S, il faut que ces prisonniers puissent effectuer leur peine dans des conditions qui soient conformes à la Convention internationale des droits de l'homme, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Merci Philippe Gomez, c'était l'invité de la semaine.